Alors, il y a un sujet qui apparaît en trame de fond dans quasiment tous nos échanges quand on parle de qualité relationnelle, c'est la confiance. Mhm. Et quand on parle de confiance, c'est à la fois la confiance en soi, mais c'est aussi la confiance dans les autres. Mhm. Et on est bien d'accord que si on parle de relation de qualité, c'est que la confiance est présente dans cette relation. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Oui, c'est vrai, quand les personnes s'entendent bien, quand elles ont plaisir à partager un projet relationnel, quel qu'il soit, hein, ça peut être une amitié, un mariage, une relation de travail, c'est sûr que la confiance n'est pas loin. Elle est même un des ingrédients essentiels qui permet à cette entente de se renforcer et de durer. C'est-à-dire que sans confiance, c'est difficile d'établir une vraie relation avec l'autre parce que ça veut dire qu'il y a un doute. Ouais. Et ce doute, en fait, il peut saper les fondations de la relation parce qu'il va créer des barrières qui vont rendre les échanges moins vrais, moins authentiques et peut-être plus superficiels. Ben oui, et d'ailleurs, pour être plus précise dans notre échange, il faudrait peut-être séparer la confiance de la confiance en soi. Oui, enfin, ça va pas être facile parce que les deux éléments sont interdépendants. Ouais. Comment vais-je faire confiance quand je n'ai pas confiance en moi? Ben absolument. Et c'est sûr que si je doute de mes propres capacités, il va être difficile de croire que les autres peuvent être fiables. Oui, en effet, si tu as entendu, par exemple, pendant toute ton enfance, que tu n'es pas capable de ceci ou de cela, que ton frère ou ta sœur est bien meilleur que toi, que tes résultats scolaires sont décevants, ça ne peut pas te mettre en confiance spontanément sur tes compétences. Et on peut se dire qu'une personne qui a entendu ce type de discours et qui l'a fait sien, elle va avoir des difficultés à se faire confiance, à se fier à elle-même, en fait. C'est vrai, ça. Et je l'entends même parfois avec des amis, quand ils expliquent que leur manque de confiance en soi est causé par tous ces propos qu'ils ont entendus en étant plus jeunes, et qu'en fait, ça les poursuit même dans leur vie d'adulte. Et c'est vrai que souvent, ça devient une justification pour expliquer que ce manque de confiance en soi vient de l'extérieur. Ouais. Mais si on regarde la chose de près, on peut se dire qu'ils n'ont pas réussi à dépasser cette limite, là où d'autres, ayant entendu les mêmes choses, vont réussir à ne plus se laisser limiter par ces propos qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont trouver en elles les ressources pour ne pas se définir uniquement par ce qui leur a été dit autrefois. Ouais, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que c'est une question de choix personnel? Pas de choix, disons plutôt de conscience et de perception, mais on va y revenir. Ok. Donc, en fait, à un certain moment, il faut décider de se libérer de ces jugements extérieurs pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie. Mais ça doit vraiment pas être facile. Ça peut commencer par reconnaître que ces paroles du passé ne définissent pas la personne qu'on est aujourd'hui. Tu vois ? Ouais. Et puis, reconnaître également que les personnes qui ont prononcé ces propos n'étaient pas mal intentionnées. Elles étaient maladroites dans leur manière, tu vois, quand on pense aux parents vis-à-vis des enfants, elles étaient maladroites dans leur manière d'exprimer leur inquiétude. Ouais. Très clairement, elles ne savaient pas comment faire pour accompagner l'enfant dans ses difficultés scolaires. Et quand elles avaient les mots qu'elles ont eus, c'était dans l'espoir de booster l'enfant, de le motiver. Donc tu vois que en fait, ces propos en disent plus long sur le manque de savoir-faire de la personne qui les prononce que sur l'incapacité réelle de la personne qui les reçoit. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, absolument. Ok, donc l'idée, c'est de faire le point sur ce qu'on a pu entendre dans notre enfance, par exemple, pour ne pas se laisser polluer. Et je dirais pas seulement dans notre enfance, c'est aussi laisser à l'autre ce qu'il est en train de dire, même si c'est hier. Ouais. Tu vois, c'est pas seulement dans l'enfance. Ok, donc pour rentrer dans le concret, tu me disais un jour que le mot qui est important dans la confiance en soi, c'est le fait d'oser. Oui, oser et s'autoriser. Exactement. Tu vois, je pense à un accompagnement que j'ai fait avec une cliente qui me disait qu'elle voulait travailler sur sa confiance en soi. Ouais. Et dans l'entretien, je lui ai demandé comment elle serait si elle avait confiance en elle. Elle me dit, déjà, ça se verrait dans ma posture.
Alors je lui demande de me montrer quelle serait cette posture. Donc elle se redresse et elle me dit en riant qu'elle a l'habitude de courber l'échine depuis qu'elle est petite pour ne pas prendre trop de place, pour qu'on la voie moins. Et donc elle se redresse. Je lui ai demandé comment cette personne qui se redresse prendrait la parole si elle avait à le faire. Et là, c'était vraiment bluffant parce que c'était plus la même personne que j'avais en face de moi. C'est-à-dire que ma cliente, elle, avait un débit plutôt rapide, avec une voix fluette, et puis le regard pas très présent. Et la personne qui était devant moi avait un ton assuré, un débit plus lent, et me regardait. Donc c'était vraiment étonnant parce que rapidement, elle a pris conscience de ce que je te disais tout à l'heure, à savoir qu'elle avait entendu des mots quand elle était plus jeune, mais elle avait pris la décision, je dirais, en un claquement de doigts, de laisser les propos à qui les avait prononcés. Ok. Et du coup, ça lui donnait la possibilité de choisir qui elle avait envie d'être. Alors, quand je raconte ça, je ne suis pas en train de raconter un miracle, hein, parce que ce qui est à la manœuvre, c'est la conscience. Ouais. Et c'est cette conscience qui va accompagner un changement de perception de soi. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qui est indispensable. Ouais. Quand la personne comprend le mécanisme qui s'est mis en place, elle peut commencer à le détricoter et à agir autrement. Et tu vois, à la fin de cet entretien, ma cliente me dit qu'elle n'en revenait pas d'avoir osé et de s'être autorisée à être celle qu'elle avait envie d'être. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça y est, le travail est fini, mais l'amorce est faite, l'autorisation du changement est actée, tu vois. Tu sais, quand on parle de travailler sa confiance en soi, souvent on propose des défis. Par exemple, sauter en parachute, prendre la parole devant une centaine de personnes ou encore, je sais pas, nager avec les requins. Carrément. Oui, je dirais bien sûr, pourquoi pas. Je dirais que c'est une analogie intéressante, tu vois. Ces défis extrêmes sont souvent utilisés pour illustrer l'idée de sortir de sa zone de confort et de surmonter ses peurs. Ça permet de comprendre que de surmonter des situations inhabituelles, eh bien, ça peut renforcer la confiance en soi. Mais je te dirais que tout le monde ne se retrouve pas dans ce genre de défi, tu vois. Et ça dépend vraiment de soi. Si on me propose de travailler ma confiance en moi et pour ça de sauter en parachute, si je me dis, oui, sauter en parachute, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, mais je n'ose pas. Alors oui, dans ce cas, le défi est intéressant parce qu'il me pousse à affronter une peur qui m'empêche de faire quelque chose qui m'attire. Ok. Mais si sauter en parachute, c'est quelque chose qui ne me parle pas, qui ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être dans les airs, ça n'a aucun sens de me forcer à le faire juste pour relever un défi qui est à la mode, tu vois. Et je te dirais même que savoir dire non à des propositions qui ne me conviennent pas pourrait bien plus renforcer ma confiance en moi que de me lancer dans un défi qui ne m'apporte aucune satisfaction personnelle. C'est ça. Donc en fait, quand je me dis oui, j'aimerais bien faire telle chose, mais je n'ose pas, là, il y a une alerte. En fait, c'est vraiment là qu'il faut que je passe à l'action. Ouais. Et alors, évidemment, c'est important de réfléchir à ce qui est important pour soi. Et je dis bien pour soi, hein, c'est-à-dire pas pour répondre à des normes extérieures ou à des attentes imposées par les autres, parce qu'il y a souvent des modes, tu vois, voilà, comme par exemple, effectivement, aller nager avec les requins. Il faut avoir fait un saut en parachute et voilà, ça va changer ta vie. Voilà, exactement. C'est vraiment une réflexion intime, je dirais, tu vois, qui va permettre à la personne de déterminer ce qu'elle souhaite dépasser comme crainte ou ce qu'elle souhaite acquérir comme compétence et qu'elle n'ose pas. Mais ensuite, en effet, c'est passer à l'action. Et ça, c'est déterminant. Tu te souviens peut-être de cette personne d'une 50aine d'années qu'on connaît bien toutes les deux et qui disait tout le temps « Oui, moi, j'aimerais bien faire des études, mais je n'ose pas. » Ouais. Pourquoi elle n'osait pas ? Parce que l'âge, parce que pas assez de temps, parce qu'elle craignait que les étudiants se moquent d'elle, parce qu'elle craignait de ne pas y arriver. Ouais. Et donc, chaque année, à l'approche des inscriptions à la fac, eh bien, elle hésitait et finalement, on le reportait à l'année d'après. Et puis, à un moment donné, elle a compris que pour vraiment avancer dans cette quête d'harmonie intérieure, elle devait affronter toutes ces contraintes qu'elle s'imposait. C'est ça. Donc, elle a pris la décision de ne plus se laisser paralyser par ces obstacles imaginaires et elle a franchi la première étape, c'est-à-dire, elle s'est inscrite. Elle a commencé ses études qu'elle a terminées. Et ce passage à l'action lui a non seulement permis de réaliser vraiment ce qui était important pour elle, mais il lui a permis également de renforcer sa confiance en elle en lui montrant
qu'elle pouvait surmonter ses peurs et faire quelque chose qu'elle avait toujours souhaité faire. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est en passant à l'action qu'on va pouvoir dépasser nos craintes. Et même ce que tu soulignes, c'est que les peurs dont il est question, elles sont souvent imaginaires, en fait. Ouais, elles sont imaginaires. Et ce que je trouve vraiment fort, c'est que non seulement le défi, il est relevé, mais en plus, ce défi devient un exemple concret pour toutes les autres situations où on pourrait se dire « j'aimerais bien, mais j'ose pas ». Ouais. Donc, une fois qu'on a osé une première fois, ça ouvre la porte en fait à toutes les prochaines fois où on souhaiterait faire, mais on n'ose pas faire. Ouais, exactement. C'est-à-dire que à chaque fois que j'affronte une peur et que je réussis à la surmonter, je renforce ma capacité à faire face à des défis futurs. Ouais. Oui, et c'est ce processus qui crée une dynamique positive où la confiance en soi se construit progressivement, rendant chaque nouveau défi moins intimidant que le précédent. Et finalement, c'est l'estime de soi qui grandit. Bon, écoute, c'est magnifique, j'aurais pas dit mieux. Alors, je fais une parenthèse dans ce qu'on est en train de dire parce que j'ai dit estime de soi, mais tu me disais que tu fais une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, comme on l'a dit, c'est se fier à sa capacité à réussir dans diverses situations. En fait, ce sont les actions qu'on va mettre en œuvre et qui renforcent notre confiance qu'on a en nous-mêmes. Ouais. En revanche, l'estime de soi, c'est la manière dont on va évaluer et dont on va percevoir notre propre valeur en tant qu'individu. Ouais. Et là, c'est la réflexion sur nous-mêmes, sur notre perception de nous-mêmes, en fait, sur notre valeur intrinsèque, qui nous permet de renforcer notre estime de soi. Ouais. Tu vois, quand on parle d'estime de soi, c'est donc estimer, et on s'estime de la même manière qu'on va estimer un bien, une voiture. Ouais. On apporte une valeur, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, pardon. Et c'est ça, la confiance en soi, elle est construite par l'action, là où l'estime de soi, elle est façonnée par la réflexion. Alors, ça concerne la confiance en soi. Mais tu disais que c'était un palier important pour la relation de confiance qu'on tisse avec les autres. Ouais. Et c'est vrai que c'est facile de comprendre que plus une personne a confiance en elle, et plus elle peut avoir confiance en les autres. Ouais. Et quand tu dis comme ça que c'est facile de le comprendre, tu peux l'expliciter ? Oui, par un raisonnement inversé, en fait. Si, comme on le disait tout à l'heure, tu as entendu que tu n'es pas capable, et que toi-même, tu as validé en toi ce manque de confiance en soi, et que même en plus, tu as entendu qu'il faut se méfier des autres parce qu'on ne peut pas leur faire confiance, parce qu'ils peuvent avoir des intentions cachées ou même te trahir, ça complique encore plus ces choses. Et ce sont ces messages-là qui renforcent une méfiance généralisée et qui ont un impact évidemment sur la confiance en soi, mais aussi sur sa propre capacité à établir des relations de confiance avec les autres. Oui, la confiance en les autres est souvent à l'image de la confiance que je me donne. Plus j'ai confiance en moi et mes capacités, et plus il va m'être facile de me fier aux autres. Ouais. Et alors, on ne va pas rester dans des aspects généraux pour aller vers ce qui nous intéresse. Je prendrai l'exemple de personnes qui travaillent en équipe. Si la confiance n'existe pas dans cette équipe, le projet qui est porté par l'équipe est voué à l'échec. Oui. Quand bien même toutes les personnes sont compétentes. Tu vois, je regardais une vidéo qui parlait d'un coach qui accompagne des sportifs. Il disait que le recrutement avait été très pointu et que dans son équipe, il y avait les meilleurs joueurs. Mais en fait, il relevait aussi que ce n'était pas suffisant. Parce que bien que les joueurs soient techniquement et physiquement compétents, l'équipe ne parvenait pas à atteindre les objectifs fixés. En raison de quoi ? En raison d'un manque de confiance mutuelle. Ouais. Et tu vois, quand il n'y a pas cette confiance, les membres de l'équipe sont réticents à partager des informations importantes. Ils ne vont pas soutenir leurs coéquipiers, ils ne vont pas contribuer, ils ne vont pas collaborer, quoi. Ouais. Et ce manque de confiance, ça crée des tensions, évidemment, ça crée des malentendus, ça entraîne une communication tout à fait inefficace, et puis des conflits internes. Ouais. Pourtant, il faut bien le noter, chacun est confiant sur ses compétences, sur ses points forts, mais aucun n'arrive à se fier à l'autre ou aux autres parce qu'en fait, il manque un truc. Oui, il manque la qualité relationnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'installer naturellement dans les relations qu'on va choisir, alors que dans des relations de travail, c'est-à-dire des relations qui nous sont imposées, en fait, il va falloir faire un effort conscient pour pouvoir bâtir cette confiance. Et c'est là qu'on voit qu'il ne suffit pas d'être compétent dans son domaine. Il faut aussi apprendre à se comprendre, apprendre à se soutenir et à s'appuyer les uns sur les autres.
c'est précisément ce travail relationnel qui va permettre à l'équipe de surmonter les défis ensemble et de transformer leurs compétences individuelles en un succès collectif. D'ailleurs, je me souviens que j'étais avec toi lors d'un accompagnement en qualité relationnelle auprès d'une équipe de 5 personnes. Tu te souviens? Il s'agissait de personnes tout à fait compétentes dans leur domaine, mais elles n'arrivaient pas à travailler ensemble et c'était vraiment difficile pour chacune d'elles. Ouais. Et tu as vu qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'elles comprennent que la confiance en l'équipe passe par le fait de reconnaître l'autre et les autres dans ce qu'ils font et qui apportent de la plus-value à l'équipe. Ah, je pensais que tu allais dire que ça passait par le fait de reconnaître que chacun peut être maladroit dans sa manière de dire les choses. Et quand je dis chacun, y compris soi-même, hein, Bien sûr. parce que ça, vraiment, c'était un moment fort dans la formation. Oui, c'est vrai. Lorsque les membres de cette équipe ont commencé à accueillir que les maladresses font partie des interactions, ça a permis de désamorcer beaucoup de tensions. C'est-à-dire qu'au lieu de rester sur la défensive ou de nourrir des ressentiments, ils ont appris en fait à clarifier leurs intentions et à être aussi en confiance par rapport à la ressource que représente l'équipe. En fait, pour conclure, la confiance en soi, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. C'est-à-dire que tu peux lire tous les guides que tu veux, tu peux regarder tous les tutos, mais en fait, à un moment, il faut se lancer. Il faut juste monter en selle et commencer à pédaler. Ouais. Et la confiance dans les autres, ben, c'est comme partager le guidon d'un tandem. Il n'est pas question de se laisser porter. C'est chacun qui contribue pour ajuster la direction. Et pour éviter de tomber dans le fossé, ben, il vaut mieux bien coordonner les efforts et pédaler dans le même sens. Exactement.